La question de l'autonomie des universités est-elle un vrai sujet? Est-elle une vraie question? Gilles de Robien vient de le rappeler, les universités sont juridiquement autonomes. Chaque universitaire bénéficie d'une garantie constitutionnelle de son indépendance. Les universités comme institutions ne sont dans aucune relation hiérarchique, mais dans une relation de tutelle avec l'État. Et il suffit d'entendre un président d'université s'exprimer pour mesurer l'étendue de son pouvoir d'expression, de sa possibilité d'expression. Alors, s'agit-il donc d'un vrai sujet? Ne sommes-nous pas en train d'ouvrir un faux débat? En réalité, l'autonomie telle qu'elle existe est une autonomie formelle. C'est une autonomie qui est, d'une certaine manière, garantie par des textes juridiques, mais elle n'est pas entrée dans les faits sur un certain nombre de composantes fondamentales de ce qui peut conditionner le succès d'une stratégie d'université. Alors, quels sont les ingrédients nécessaires pour une autonomie réelle et non pas pour une autonomie formelle? 3 éléments me semblent déterminants. Une capacité d'initiative et d'autonomie sur l'offre de formation et de recherche. Deuxièmement, une cohérence entre cette offre de formation et de recherche et les ressources de l'établissement, notamment ses ressources humaines, ses potentiels en expertise. Et enfin, une véritable mobilisation de la communauté universitaire au service de ce projet. Alors, qu'est-ce qui fait que ces 3 conditions ne sont pas réunies aujourd'hui? Bien, la première explication à cette difficulté d'actualiser, de mettre en acte l'autonomie, c'est tout d'abord le fait que nos institutions ont des structures juridiques très largement inadaptées. Elles sont inadaptées essentiellement à cause de leur rigidité. La loi de 1984 impose un cadre de fonctionnement unique pour toutes les universités, de la plus grande, Paris 6, à la plus petite que je ne citerai pas, mais qui doit avoir une dimension 10 fois inférieure à Paris 6. Or, nous n'avons quasiment aucune latitude en termes d'aménagement de ces structures. Voilà une première réforme à introduire, donner la possibilité aux universités qui le souhaitent de pouvoir moduler leur mode de fonctionnement, leur processus de décision, afin de réaliser un véritable projet d'établissement. Deuxième exemple, et je m'en tiendrai à cet exemple, c'est celui de la sélection. La sélection, je crois qu'il faut se rappeler pourquoi elle pose aujourd'hui un problème. Elle a été une réponse adaptée, plus ou moins, à une situation révolue depuis 30 ans. Pourquoi a-t-on interdit la sélection? La sélection a été interdite dans les années 80 parce que les étudiants voyaient leur nombre croître dans des proportions considérables, alors que les capacités universitaires ne répondaient pas à la demande. Il fallait interdire la sélection si on voulait éviter l'exclusion d'un grand nombre d'étudiants. Ce problème est aujourd'hui résolu à cause de la démographie étudiante. La question qui se pose aujourd'hui n'est plus de garantir l'accès de tous à l'université. La question pour beaucoup de présidents, c'est de remplir des capacités qui ne sont pas employées. Conclusion, il est possible de permettre aux universités de mieux choisir, de mieux orienter leurs étudiants, tout en garantissant à chaque étudiant qui le souhaite un accès à un système qui est aujourd'hui largement ouvert, dont les capacités sont aujourd'hui largement installées.